Qui a inspiré Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur qui sévissait dans la France des années 1900? D'où vient ce personnage de fiction? Qui a influencé son auteur? Pour répondre à ces questions, je vais d'abord faire un petit récap sur la portée du personnage d'Arsène Lupin dans la culture populaire. Je vais ensuite vous parler de l'anarchiste cambrioleur qui l'aurait inspiré. Et pour finir, on verra quels sont les points communs et les différences entre les deux malfaiteurs. On commence juste après le générique. Nah, c'est pas vrai, il n'y a pas de générique. Le journaliste et écrivain Maurice Leblanc met en scène Arsène Lupin dans pas moins de 18 romans, 39 nouvelles et 5 pièces de théâtre. Il a été adapté 26 fois au cinéma dans de nombreux pays, surtout aux États-Unis, au Japon et bien sûr en France. Le tout premier film date des débuts du cinéma en 1908. Pour l'anecdote, en avril 1912, les décors pour un nouveau film sur Arsène Lupin doivent être acheminés depuis l'Europe jusqu'aux États-Unis où se déroule le tournage. Mais les décors ont eu la mauvaise idée de prendre un paquebot qui a croisé la route d'un iceberg et le film sera finalement annulé. Pour le petit écran, on compte 10 séries, dont celle qui vient de sortir avec Omar Sy et qui fait un énorme carton. Il y a aussi eu des dessins animés inspirés d'Arsène Lupin. On peut citer Le Château de Cagliostro, qui est sorti en 1979, et qui est le premier long métrage réalisé par Miyazaki. A noter qu'en 2000, il y a même eu une adaptation italo-allemande, comment dire, un peu osée d'Arsène Lupin. Possiamo trovare un accordo? Dovrebbe fargli una proposta interessante. Oh, stia tranquilla. Sono un uomo pieno di risorse. Ah, sì? Sì. Poi ha concluso qualche buon affare. Ok. Il y a tout un monde qui s'est créé autour d'Arsène Lupin. Cette fascination va tellement loin qu'on a créé un mot pour la désigner. C'est la lupinologie, qui consiste en l'étude de l'univers du personnage. Et pourtant, à la base, rien ne prédestine Arsène Lupin à ce succès. Quand Maurice Leblanc écrit la première aventure, il n'imagine même pas en écrire d'autres. C'est une simple commande de la revue mensuelle Je sais tout, rien de plus, et ça devait s'arrêter là. Mais chaque mois, les lecteurs en demandent plus et Arsène Lupin devient vite très connu. Le contexte a beaucoup aidé. Au début du XXe, le cambriolage est un fait social nouveau dont on parle énormément. Ça s'explique par le triomphe des nouveaux riches qui ont de belles maisons bourgeoises. À la différence des grands domaines de l'aristocratie ou de la bourgeoisie traditionnelle, ces maisons ne sont pas forcément gardées et elles sont remplies d'objets de valeur à voler. Ce qui fait aussi le succès sur le long terme d'Arsène Lupin, c'est qu'il ne reste pas figé dans un rôle. Son caractère, ses choix, ses idées politiques évoluent en même temps que ceux de son auteur Maurice Leblanc, qui a commencé sa carrière plutôt à gauche et qui finit sa vie clairement à droite. Du coup, dans ses premiers livres, Arsène Lupin a des sympathies plus ou moins subversives, mais après la Première Guerre mondiale, il devient au contraire très patriote. En bref, Maurice Leblanc fait d'Arsène Lupin un personnage majeur de la culture populaire française qui s'exporte dans le monde entier. Et donc de qui s'est inspiré l'écrivain? Qui est cet anarchiste cambrioleur qui aurait influencé Arsène Lupin? Marius Jacob est né le 29 septembre 1879 à Marseille. Dès l'âge de 11 ans, il embarque comme mousse sur un bateau, et 2 ans plus tard, il déserte pour rejoindre un bateau pirate. Alors, rien de glorieux, leur travail c'est de prendre d'assaut des bateaux de civils et de les dépouiller. Mais il assiste à un massacre de passagers et il préfère ne pas continuer l'aventure. Il revient en France à 16 ans, il se rapproche des milieux anarchistes de sa ville et il est incarcéré pour ça. À sa sortie de prison, il a du mal à retrouver du travail et du coup, il se lance dans la petite délinquance. Son premier gros coup, il le fait à 20 ans. Tout commence le matin du 31 mars 1899. 4 policiers se rendent au Mont-Piété de Marseille. Ils demandent à inspecter la marchandise de la boutique qu'ils suspectent d'être volée. Le gérant coopère et laisse travailler les 4 agents. Au bout de quelques heures, les policiers sont formels, une partie de la marchandise provient de vol. 2 policiers vont donc amener le gérant au tribunal, pendant que 2 autres restent dans la boutique pour faire l'inventaire. Au tribunal, les policiers installent le gérant dans la salle des pas perdus et lui disent d'attendre le procureur qui viendra le chercher pour l'interroger. Mais à la fin de la journée, le tribunal est sur le point de fermer, le procureur est rentré chez lui et encore personne n'est venu s'occuper du gérant qui se retrouve seul avec les gardes. Ils ne savent pas trop quoi faire de lui et finalement ils le placent en cellule pour la nuit en attendant le retour d'un procureur. Le lendemain, un procureur prend ses fonctions et n'y comprend plus rien. Personne ne sait pourquoi le gérant du Mont-Piété est au tribunal. On le libère, il retourne à sa boutique et il se rend compte qu'elle a été entièrement vidée. Vous l'aviez peut-être compris, les 4 policiers étaient en fait Marius Jacob et 3 complices à lui qui s'étaient déguisés pour l'occasion.
Sans entrer dans les détails, les gérants des mont-de-piété, qu'on appelle les prêteurs sur gage, sont vus comme de gros arnaqueurs et sont détestés par la population. Et donc, quand cette histoire fait la une des journaux locaux, les Marseillais rient de bon cœur à cette blague de veille de 1er avril qui rapporte quand même 400 000 francs de marchandises aux cambrioleurs. En termes de pouvoir d'achat, c'est un peu comme s'ils avaient volé 1,2 million d'euros d'aujourd'hui. Et c'est le début en fanfare d'une grande carrière pour le jeune malfrat. Plusieurs dizaines de cambriolages plus tard, Marius Jacob va prendre du bon temps à Monaco avec un ami italien. Au beau milieu du casino, il est atteint d'une violente crise d'épilepsie. Il tombe par terre, il crie, il a des spasmes, il tremble, il bave, il vomit, il en met partout, c'est dégueulasse. Grosse confusion dans le casino, le bonhomme va vraiment mal et des employés le ramènent à l'infirmerie. Une fois sur pied, il va retrouver son ami italien. Vous l'aviez peut-être compris, tout était prévu. Cet ami a profité du bazar lié à la fausse crise d'épilepsie pour rafler les mises. Ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il en a aussi profité pour s'enfuir en Italie, sans partager le butin avec Marius Jacob, qui est complètement furieux. Il part en Italie à sa recherche, et c'est en rentrant en France qu'il se fait attraper par la police. Quelques mois de prison plus tard, les médecins lui diagnostiquent une maladie mentale très grave. Il est donc transféré à la prison de l'hôpital psychiatrique d'Aix-en-Provence. Le hasard faisant bien les choses, il se trouve qu'un ami à lui anarchiste travaille en tant qu'infirmier dans cet hôpital. Et au bout de quelques semaines, Marius Jacob réussit à s'évader de l'hôpital psy avec l'aide de son ami. La maladie mentale, vous l'aviez compris, n'était évidemment qu'une excuse pour se faire enfermer là où son complice infirmier l'attendait. Les deux compères déménagent dans l'Hérault, à Sète, ça s'écrit encore comme ça à l'époque. Ils mettent sur pied une bande de voleurs et cambrioleurs presque tous et toutes anarchistes. Les travailleurs de la nuit sont nés. Les cambriolages s'enchaînent à une folle cadence. D'énormes sommes d'argent sont amassées, et pourtant les membres de la bande gardent un train de vie assez sobre. En fait, une partie de leur butin est reversée à diverses causes et journaux anarchistes. Les travailleurs de la nuit ont une éthique. De 1, ils ne s'attaquent qu'aux maisons bourgeoises, aux châteaux et aux églises. Première règle, on s'en tient aux riches. Et de 2, ils se doivent de ne blesser jamais personne et ils se servent de leur arme qu'en absolu dernier recours. Pour déjouer la surveillance policière, Marius Jacob et les travailleurs de la nuit décident de se délocaliser à Paris en 1901. La bande s'agrandit et se diversifie. Elle opère en brigades bien formées et outillées. Elle possède une fonderie pour la transformation des métaux précieux et une friperie pour les déguisements en tout genre. Ça va de la religieuse au militaire, en passant par l'aristocrate, le bourgeois, le technicien, etc. La bande écume la partie nord de la France et fait des détours par l'Allemagne, la Belgique, l'Italie. Mais à force de cambriolages retentissants, les médias s'intéressent de plus en plus aux travailleurs de la nuit et ça pousse les forces de l'ordre à tout faire pour les retrouver. Marius Jacob est par 2 fois à 2 doigts de se faire prendre. Il ira jusqu'à ouvrir le feu sur des policiers. Il part alors à Toulouse retrouver sa mère, aussi anarchiste et voleuse que lui. C'est une famille un peu spéciale, faut dire. Son père faisait déjà partie des 4 faux policiers du cambriolage du Mont-de-Piété. La ville rose devient la base arrière des travailleurs de la nuit pour s'attaquer au sud-ouest et à l'Espagne. Ils y fréquentent les nombreux libertaires du coin et ils financent leurs initiatives. Marius Jacob repart ensuite faire le tour de France du cambriolage et il se fait finalement arrêter en Picardie le 21 avril 1903. Les policiers remontent la piste des anarchistes et arrêtent 24 membres des travailleurs de la nuit. 2 ans plus tard, Marius Jacob et ses complices sont jugés à Amiens en 1905. Or 1905, c'est l'année où l'équipe de foot italienne est officiellement reconnue par la FIFA. Ouais, je sais, on s'en fout, mais j'avais envie de le placer. La ville est totalement quadrillée par les forces de l'ordre. Les anarchistes font vraiment peur au pouvoir, qui les voit comme des poseurs de bombes et des assassins. On craint des attentats ou des manifestations violentes pour tenter de libérer les travailleurs de la nuit. Mais cette fois-ci, pas d'évasion spectaculaire. Marius Jacob est gardé jour et nuit. Vrai ou pas, une légende anarchiste veut que plusieurs gardiens de prison affectés à sa surveillance personnelle se seraient complètement remis en question et auraient démissionné de leur travail après avoir passé des nuits entières à parler politique avec lui. Ce qui est sûr et avéré, c'est que grâce à sa répartie et à son éloquence, Marius Jacob acquiert une notoriété médiatique nationale et de nombreux journalistes parisiens font le déplacement à Amiens pour suivre le procès. Le jeune anarchiste veut en profiter pour faire passer ses idées pendant son jugement. Les enquêteurs estiment que la bande est impliquée dans 150 à 500 cambriolages en 4 ans seulement d'activité. Ce qui fait plus ou moins un cambriolage tous les 3 jours. Ils évaluent qu'elle a volé l'équivalent de 5 millions de francs. Marius Jacob échappe à la guillotine, mais il doit purger 20 ans de bagne à Cayenne. Il sera finalement libéré 22 ans plus tard, en 1927, après avoir fait 17 tentatives d'évasion,
dont certaines échouent de très peu. Si toi aussi t'es déjà allé au bagne à Cayenne, raconte-nous ça dans les commentaires. Une fois libre, il se range et il devient marchand ambulant, et jusqu'à la fin de ses jours, il restera clairement anarchiste. Marius Jacob se suicide à l'âge de 74 ans en 1954. Or 1954, c'est l'année où le club de foot de la ville de Naples n'a pas... Stop, on s'en fout. Parmi les correspondants de presse qui assistent au procès de Marius Jacob à Amiens en 1905, il y a un journaliste totalement inconnu du grand public. Ce journaliste, c'est Maurice Leblanc, le futur auteur d'Arsène Lupin. En fait, on n'est pas certain qu'il était en personne à ce procès, il y a débat sur cette question, mais pour la légende, on va dire qu'il y était. En tout cas, vu la couverture médiatique de l'événement, il était forcément au courant de l'affaire. Et quelques mois seulement après ce procès, le premier texte sur Arsène Lupin est publié. Beaucoup d'indices laissent à penser que le personnage de fiction et Marius Jacob sont liés. Par exemple, on retrouve chez Marius Jacob et Arsène Lupin le même côté brigand au grand cœur, justicier, défenseur de la veuve et l'orphelin. Les deux hommes ont un journal d'envergure nationale qui prend fait et cause pour eux, l'Écho de France pour Arsène et un journal libertaire, Germinal, pour Marius. Le commissaire qui poursuit Arsène Lupin s'appelle Gallimard. Dans la vraie vie, celui qui arrête Marius Jacob s'appelle Amar. Arsène comme Marius prennent un malin plaisir à leur procès à se jouer des juges et jurés du tribunal, à base d'humour et de réparties cinglantes. Pendant que Arsène Lupin laisse souvent sa carte de visite sur les lieux de ses forfaits, Marius Jacob laisse de petites phrases signées Attila dans les lieux de cambriolage. Arsène Lupin restitue le butin d'un cambriolage après avoir découvert que la victime était une femme respectable. Marius Jacob est reparti sans rien voler d'une maison cambriolée, après s'être rendu compte qu'un écrivain-poète y habitait. Tous les deux se refusent à tout crime de sang, même si dans les deux cas, il leur arrive de tirer à l'arme à feu sur des ennemis venus les arrêter. Tu n'es qu'un tueur et je n'aime pas les tueurs. Baillonne-le et occupe-toi des tableaux du salon. Ils sont très méthodiques et organisés, leurs modes opératoires sont parfois très proches. Et enfin, le risque et l'aventure font partie de leur quotidien. Et pourtant, on ne peut que constater qu'un monde les sépare. Marius Jacob est issu du prolétariat, c'est un militant politique, ses butins permettent de financer la cause anarchiste et de vivre dignement. Au contraire, Arsène Lupin mène une vie de luxe, il fait partie du milieu de la haute bourgeoisie, et ses cambriolages n'ont aucune dimension revendicative. Qu'en pensent les principaux intéressés? Marius Jacob lui-même affirme 2 ans avant sa mort que le côté romanesque de Lupin est très réussi. Le niveau technique, c'est du gros n'importe quoi, trop absurde et invraisemblable pour être réalisable. Par ailleurs, il ne se reconnaît pas du tout dans la philosophie de vie d'Arsène Lupin. Maurice Leblanc, pareil, il s'est toujours défendu d'une quelconque filiation entre les deux cambrioleurs. Pour la fille de Maurice Leblanc, le mythe du cambrioleur élégant et gentleman était dans l'air du temps à l'époque, et rien ne prouve qu'Arsène Lupin est inspiré de Marius Jacob plus que d'un autre. En résumé, on peut dire que c'est compliqué de se faire un avis tranché et définitif sur la question. En fait, c'est le genre de débat littéraire qui ne prendra jamais fin. Mais quand même, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut que constater qu'il y a beaucoup trop de parallèles entre Arsène Lupin et Marius Jacob pour que ces ressemblances ne soient que le simple fruit du hasard. On va s'arrêter là. Un grand merci à Olivier Dury qui m'a permis d'utiliser les images de son excellent docu-fiction Alexandre Marius Jacob et les Travailleurs de la Nuit. Je mets le lien dans la description. Pour la bibliographie, je vous conseille le livre Alexandre Marius Jacob, voleur et anarchiste de Jean-Marc Delpech aux éditions Nada. Ce livre, il est tiré de la thèse en histoire qu'il a soutenue à la fac de Nancy en 2006. Par ailleurs, d'autres vidéos arrivent sur cette chaîne. Pour être tenu au courant de leur sortie, vous pouvez vous abonner ou me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on se dit à bientôt, bisous!